Alors l'heure est venue de se poser la question cruciale, même si on l'a un petit peu abordé, hein, à quoi ça sert ces supercalculateurs, et plus particulièrement dans nos vies, dans notre quotidien, l'emploi de ces machines à la puissance de calcul phénoménale a-t-elle des effets tangibles dans notre vie de tous les jours? C'est ce que nous allons voir avec les intervenants de notre deuxième table ronde. Ils vont nous raconter leurs recherches, des exemples très précis de recherches, de travaux, d'études pour lesquels ils ont dû faire appel au GENSI et à ces supercalculateurs. Alors j'invite Mounir Tarek, Vincent Moureau, Kay Schneider et Emanuele Casarotti à me rejoindre et à prendre place. Vous pouvez les applaudir. Alors, dans un premier temps, messieurs, allez-y, hein, asseyez-vous un peu comme vous voulez aux tables. Du moment que vous avez un micro devant vous, on pourra discuter. Dans un premier temps, on va faire un premier tour de table rapide. Hein. Vous allez avoir 1 minute ou 2 chacun pour m'expliquer un petit peu ce sur quoi vous travaillez. Et puis, on verra dans un deuxième temps dans quelle mesure le GENSI et puis les supercalculateurs vous ont aidé dans vos travaux. Alors, Mounir Tarek, vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Université de Lorraine, dans le laboratoire Structure et réactivité des systèmes moléculaires complexes. Et vos travaux portent sur la communication cellulaire. En 2 mots, qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Il faut appuyer sur le bouton vert qui est sur le micro. Ah bah voilà. Voilà. J'ai appuyé sur le rouge. Bonsoir à tous. Oui, moi, dans mes recherches, depuis quelques années, je m'intéresse en fait à tous les processus qui sont impliqués dans la communication cellulaire. Donc, on utilise un outil qui est très simple, qui est la modélisation moléculaire. Donc, c'est un ensemble de connaissances qui mettent d'une manière conjointe un peu de chimie, un peu de biologie, un peu de physique, et on utilise l'outil informatique pour modéliser ces processus, essayer de comprendre comment, à l'échelle moléculaire, avec une résolution atomique, ils se produisent. Donc aujourd'hui, pour faire de la biologie, pour comprendre comment fonctionne le corps humain au niveau cellulaire, on a besoin de machines et d'ordinateurs et de beaucoup de temps de calcul. On va le voir tout à l'heure. Vous détenez, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais vous détenez le record d'heures de calcul en France, j'imagine. Je ne sais pas si c'est mondial. Vous nous expliquerez pourquoi il faut autant d'heures de calcul pour étudier ces petits canaux à la surface des cellules. Également avec nous, Kay Schneider, vous êtes professeur à l'Institut de mathématiques de Marseille, l'I2M, et à Aix-Marseille Université. Alors vous vous intéressez notamment aux écoulements turbulents de fluides, de plasma, et vous étudiez également l'interaction fluide-structure pour des applications inspirées du vivant. C'est-à-dire que là encore, on va mettre en équation des comportements d'insectes. Là encore, c'est le vivant qu'on essaye de mettre en équation. Sur quoi portent vos recherches exactement? Donc, bonsoir à tous. Donc, ce qui est très intéressant, si on regarde les animaux en général, les animaux bougent. Et ce qui est vraiment super intéressant, les animaux bougent très très bien parce qu'ils ont une dynamique qui est stable et en même temps, les animaux sont aussi très manœuvrables. Et donc après, si on applique la modélisation mathématique, on essaie de mettre en équation le mouvement des animaux et on essaie de comprendre comment les animaux fonctionnent. Parce qu'il y a l'évolution derrière. Donc il y a des millions d'années, donc si on regarde les insectes par exemple, il y a 400 millions d'années qu'il y a des insectes, ils ont développé des mécanismes super pour voler et on essaie de comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Et la simulation numérique après nous permet d'apprendre et de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'aérodynamique. Et par exemple, juste pour citer Richard Feynman, ce qu'il avait dit, ce qu'on ne peut pas créer, on ne le comprend pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si on veut créer quelque chose, et je pense les ingénieurs et la technologie, qu'est-ce qu'on a en tête? On veut créer des micro-robots qui volent, et avant de le créer, il faut avoir compris comment fonctionnent les animaux. Et donc nos contributions sont ciblées sur la simulation numérique de haute performance. Donc on est très remerciant à GENSI, c'est super les possibilités qu'on nous offre. C'est un projet international, franco-allemand avec des Japonais aussi, du Earth Simulator qui sont impliqués. On fait des gros calculs, on a eu de la chance, on a pu utiliser un tiers de la machine Turing, par exemple, 32 000 processeurs.
Et on a pu faire des calculs avec 2 milliards de points de grille pour comprendre la formation de tourbillons. Il y a un secret derrière. Par exemple, les insectes, si on regarde un bourdon tout petit, après comment il vole, il crée un tourbillon au bout d'attaque, donc ça tourne. Et ce tourbillon qui tourne, il est extrêmement stable et ça crée de la portance. Donc avec ça, le bourdon peut voler. Et ce mécanisme, il est extrêmement stable. Je ne sais pas si vous avez le film, parce que si on met le petit bourdon après dans un champ turbulent, donc s'il y a le vent qui attaque le bourdon, ce tourbillon qui est marqué en rouge, il reste très très stable et donc il ne perd pas la portance. Et si on a compris ça, ça nous permet après de développer de micro-véhicules, donc de micro-robots qui volent. Et donc ça fait avancer après la technologie. C'est ça, hein. L'idée c'est que l'évolution, la nature a des millions d'années d'avance sur nous, donc on va gagner du temps en regardant ce qui a marché, ce qui fonctionne, et on va s'en inspirer pour créer de nouvelles technologies. Par exemple, la peau de dauphin aussi, de requin, c'est incroyable. Pour nos sportifs, c'est super important. Et maintenant, c'est interdit, même aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, les combinaisons qui permettent de nager plus vite. Allez, on va avoir l'occasion d'en reparler, ça a l'air passionnant. Également avec nous, Vincent Moureau, chargé de recherche CNRS au CORIA. Le CORIA, c'est Complexe de recherche interprofessionnelle en aérothermochimie. L'ai-je bien prononcé? Vos travaux portent sur la modélisation et la simulation numérique de la combustion et aussi sur les éoliennes. Vous vous êtes intéressé un peu à l'optimisation des éoliennes. Dites-nous-en un peu plus. Exactement, merci. Donc, tout d'abord, je voulais remercier Jency pour l'invitation. C'est toujours un plaisir que de venir témoigner de sa reconnaissance aux personnes qui contribuent à mettre en place tous ces moyens de calcul formidables qui sont accessibles aux chercheurs. Je suis issu d'une communauté qui est la communauté française de combustion et qui a très vite compris l'intérêt du supercalcul pour comprendre ce qui se passe dans les flammes. La communauté de la turbulence a aussi compris l'intérêt du supercalcul pour comprendre ce qui se passe dans les couches limites autour des objets, notamment des éoliennes. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, quand on parle de flammes, on est sur des objets qui font une centaine de microns, et au travers de ces flammes se passe tout un tas de réactions chimiques qui vont créer des polluants, qui vont aussi affecter l'opérabilité des moteurs. Quand on regarde une éolienne, aujourd'hui une éolienne offshore, on est sur des tailles de l'ordre de 180 mètres de diamètre, et la couche limite qui se développe autour des pales, on est sur des épaisseurs aussi de quelques centaines de microns. Donc aujourd'hui, expérimentalement, c'est très difficile d'avoir accès à ce qui se passe à ces échelles-là, surtout dans des objets industriels. Donc on se sert du supercalcul pour comprendre tous ces phénomènes. Et donc on développe, notre métier de tous les jours, c'est de développer des modèles, des méthodes numériques qui tournent sur les supercalculateurs auxquels on a accès via Jency. Donc nous, on est spécialisé dans ce qu'on appelle le calcul haute fidélité, c'est-à-dire qu'on va essayer dans une configuration de mettre 1 milliard, 10 milliards de petits éléments. Si je devais faire un parallèle avec la photographie, quand vous regardez une vidéo en 4K, vous avez à l'écran quelques millions de pixels. Nous, on essaye de faire ce genre de vidéo avec juste 1000 fois plus de résolution. Donc avec plusieurs milliards de cellules dans le calcul. Une des originalités aussi de nos travaux à l'échelle de la communauté, c'est de travailler avec des industriels. On a lié des partenariats très forts avec le groupe Safran, par exemple, pour les moteurs aéronautiques, avec la société Adwen pour ce qui concerne les éoliennes. Et donc on est aujourd'hui capable d'appliquer des outils à la fois dans le monde de la recherche, donc les chercheurs utilisent ces outils, et également des ingénieurs utilisent les mêmes outils pour faire de la conception d'outils industriels. Bien, on aura l'occasion également d'y revenir et peut-être de vous faire interagir. Peut-être que pour améliorer ces éoliennes, on peut s'inspirer du vivant. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez une idée à nous donner à ce sujet. Quatrième intervenant, Emanuele Casarotti, chercheur en géophysique à l'Institut national italien de géophysique et volcanologie. Votre présence parmi nous est une belle illustration de ce qu'on évoquait tout au long de ces rencontres. C'est à l'échelle européenne que ça se passe aujourd'hui, la recherche. Et vous avez notamment participé,
fait des recherches avec GENSI, mais aussi dans le cadre de PRACE, dont on parlait à l'échelle européenne, infrastructure européenne de recherche du calcul. Alors, vos études portent sur les séismes plus particulièrement. Dites-nous-en quelques mots. Je crois que vous allez vous exprimer en anglais. Bonsoir, je suis très honoré d'être ici. Pardonnez-moi si je parle en anglais, mon français n'est pas suffisant pour cette occasion. Je suis researcher at the Italian Institute of Geophysics and Volcanology. And we had the opportunity to win a project on a PRACE call, on a PRACE machine with Curie. And it's an international collaboration with Dimitri Komatis, that is Director of Research of CNRS. So I'm glad that we have this opportunity to work in this international team that provide us a different kind of expertise. And in particular, we are providing seismic data of the large and dense seismic network that we have in Italy. We in Italy also have a decent number of earthquakes, so unfortunately we have a lot of data. We also have an experience in let's say, IPC computing, but in order to participate to this Champions League of intense computing like the PRACE call, the collaboration with the CNRS was a must. What's happened is we realized that if we wanted to simulating the earthquake in Italy, so understand better where are the region where the seismic wave affected more the building and the structure, we need a better knowledge of geological structures that are below our feet. So maybe, well, I should stop. Alors, il faut appuyer sur le bouton vert si vous voulez. Alors, nous résumer, hein, évidemment, mais pour... Okay, so... No. I will just summarize what you told us, because else it will be very complicated, especially for me. Okay. Donc Emmanuel nous a dit qu'il vient de l'Institut national de géophysique en vulcanologie, donc à Rome. Il a bénéficié d'un projet sur la machine Curie dans le cadre du projet PRACE, et il a une collaboration importante avec Dimitri Komatic, qui est chercheur au CNRS, qui est directeur de recherche au CNRS. Et donc dans le projet, le rôle d'Emmanuel, c'était d'apporter donc une expertise à la fois sur le supercalcul et aussi sur les très très grandes masses de données. Un de leurs buts, c'était d'étudier donc les séismes. Donc d'une part à l'Aquila en 2009 et aussi à l'échelle de toute l'Italie. Donc pour ça ils ont la nécessité de faire des simulations à très grande échelle et d'être capable d'en extraire donc les données les plus importantes. Okay, so what's happened is basically we are trying to simulate 200 of events, of seismic events in Italy on 400 stations of the network. So the enormous amount of data that we had could be managed only by a tier 0 machine. So this is the reason that we are going for PRACE call and for Curie in particular. What's happened is we are matching the data, the seismic data, with synthetics data that we obtain from the simulation, and this provides us the possibility to highlight some geological structures that are in the lithosphere of Italy at let's say at a resolution that is not reachable by any of the project that we have in this field. It's like the tomography, the medical tomography, like using the seismic data. Vincent Moreau, vous improvisez, oui, vous faites ça très bien.
Merci. Donc Emmanuel nous disait que il cherche à simuler jusqu'à 200 événements et ils doivent faire correspondre les données issues des simulations avec jusqu'à 200 stations de mesure. Et donc aujourd'hui, c'est absolument impossible de faire ça sur des machines autres que sur des machines tiers zéro. Le simple fait de faire coller les données, donc des mesures sur les stations avec les simulations, nécessite ce genre de machine. Alors on va y revenir un peu dans la suite de cette rencontre, là aussi, avec cet exemple assez frappant du tremblement de terre qui a eu lieu en 2009 à l'Aquila et qui a demandé de débloquer en urgence du temps de calcul pour essayer de faire face au séisme et de prévoir ses répliques. C'est un exemple assez frappant sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Voyons avec vous, Mounir Tarek, je le disais, vous avez obtenu, vous êtes un des recordman, vous et votre équipe qui travaillez donc sur ces transports membranaires au niveau des cellules, vous avez obtenu un record d'heures de calcul, j'ai noté 120 millions d'heures de calcul. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce temps de calcul? Je vais prendre peut-être un peu plus de temps que tout à l'heure. Déjà, pour moi, c'est un peu particulier les 10 ans, parce que je peux aussi dire que j'ai un peu vu naître GENSI. C'était à l'époque, et la question était simple, c'était, ils sont venus, la communauté scientifique et les personnes qui mettaient en place ça étaient venus avec une question simple, c'est rêver, et on va essayer de faire en sorte que vos rêves se réalisent. Et donc on était parti sur ça. Moi je travaillais sur une problématique très très simple qui était, on sait que depuis les années 50, quand Hodgkin et Huxley ont commencé à mesurer sur un calamar géant l'influx nerveux, on a compris qu'en fait toute la communication cellulaire était gérée par le fonctionnement de petites molécules qui sont à l'interface de ces membranes, enfin de ces cellules, comme je vous ai dit. Alors pour le commun des mortels, il y en a partout, parce que les neurones ne communiquent que grâce à ces molécules, le cœur bat à cause de ces molécules, nos muscles peuvent agir à cause de ces molécules qui sont ce qu'on appelle des canaux ioniques. Et le rêve à l'époque que je m'étais imaginé, avec une puissance de calcul, donc en utilisant les connaissances en physique, en biologie, en biophysique plus particulièrement, et les structures cristallines de l'époque, c'était de dire est-ce qu'on peut faire tourner des calculs qui puissent nous permettre, grosso modo, de les rendre comme des microscopes qui vont nous donner le film, le déroulement d'une opération spécifique pour un de ces canaux. Et l'idée, c'était si on a ça à une résolution atomique, on peut comprendre comment ça marche. Alors pourquoi c'est important de comprendre comment ça marche? Parce que quand ça ne marche pas, c'est, comme on dit, big trouble. Un acide aminé dans une protéine comme ça qui ne marche pas, c'est une épilepsie, c'est un syndrome cardiaque, c'est une tachycardie. Et donc, il faut absolument arriver à avoir une compréhension des mécanismes à cette échelle-là. Et il n'y a que la modélisation qui le fait. Alors oui, 140 millions de calculs, j'ai calculé, ça fait à peu près 160 siècles de calcul, c'est-à-dire que si l'Homo sapiens avait commencé à l'époque juste après la glaciaire avec un ordinateur et un seul processeur, il aurait fini le calcul aujourd'hui. Nous, on a fait ça en 1 an et demi, et effectivement, on a pu reproduire des films. Donc on est capable aujourd'hui sur une machine de reproduire ce qu'un expérimentateur et un électrophysiologiste, par exemple, est en train de mesurer. Donc on pense que ça va permettre, bon, il n'y en a pas qu'un seul, un canal comme ça, il y a des centaines variés, on a montré la voie, et maintenant avec les progrès que je vois sur les calculateurs qui seront mis à disposition, ça veut dire que si la communauté s'en empare, ça va ouvrir la voie vers un peu ce qu'on a entendu tout à l'heure, de la médecine un peu personnalisée. Dites-moi votre mutation génétique et je vous dis pourquoi, et je vous dis surtout quelle piste avoir pour Puisque l'angle général de cette table ronde, c'est d'essayer de voir l'impact dans notre vie quotidienne, pour vraiment notre vie de tous les jours. Là, en l'occurrence, en termes de santé, ce sont des thérapies de demain que vont permettre de découvrir vos travaux. C'est toujours le rêve qui continue, oui, ça serait bien. Est-ce que vous avez participé à ce projet, puisque vous êtes un peu dans les transports membranaires et dans la façon dont l'influx nerveux se propage, est-ce que vous avez participé à ce grand projet d'essayer de mimer avec un ordinateur les mécanismes du cerveau, le fameux Human Brain Project?
Oui, j'ai été dans les premières tables rondes pour essayer de construire certaines parties. Alors c'est un projet qui implique énormément de scientifiques et énormément de disciplines. Nous, notre part, c'était la partie moléculaire. Donc il y a la partie moléculaire, il y a la partie imagerie, il y a la partie avancée dans le design d'ordinateurs neuromorphiques. Mais nous, dans notre part, c'était effectivement en partant de la base, c'est-à-dire la molécule, en mettant des dizaines et des dizaines de milliers l'une à côté de l'autre, est-ce qu'on ne peut pas recréer? Mais je suis vraiment très très en amont au niveau fondamental. En tout cas, ce sera l'occasion ensuite, hein, pendant le cocktail, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces recherches qui sont absolument passionnantes, de venir vous questionner. Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout se dire dans ces temps de table ronde assez courts. Kay Schneider, je rappelle que vous travaillez notamment sur des innovations technologiques inspirées du vivant. Hein. Vous avez commencé à nous mimer le vol du bourdon tout à l'heure, c'était très impressionnant, avec ce panache derrière qui reste fixe, ces turbulences. Expliquez-nous un peu plus en détail, à quel moment dans vos expérimentations vous avez besoin de temps de calcul intensif? Donc une fois qu'on a développé le modèle mathématique, et là je veux quand même souligner que les mathématiques numériques sont super importantes parce que si on fait des calculs numériques, il faut savoir est-ce que le calcul est précis, est-ce qu'on peut reproduire le calcul. Donc il y a tout un aspect aussi côté données et algorithmique et les algorithmes sont presque si importants que les grosses machines. Parce que si on regarde par exemple la FFT, la transmet de Fourier rapide, ça a beaucoup plus accéléré le calcul après que le processeur. Donc une fois qu'on a les équations, le problème c'est qu'on a beaucoup d'échelles, donc ce sont des phénomènes multi-échelles, donc vous avez le petit bourdon, après on va le mettre dans une soufflerie numérique, et après il ne faut pas oublier non plus une telle bête, un insecte pas très vite, ses ailes, donc 150 fois par seconde, donc ça va vraiment très vite. Et donc il faut résoudre aussi les échelles temporelles, et donc une fois qu'on a le modèle, on le met en équation. On le discrétise parce qu'après, il faut que ça devienne numérique et après, on utilise l'ordinateur. Mais ce n'est pas bêtement un ordinateur, il faut avoir du calcul parallèle. Et ça nécessite encore d'autres approches et il faut savoir faire. D'accord. Des applications concrètes de ce que ça permettra de faire, vos recherches? Donc d'abord, c'est la recherche fondamentale qui nous intéresse, ça c'est clair. Donc comprendre et une fois qu'on a compris, d'aller plus loin. C'est-à-dire aussi développer des micro-robots qui savent voler avec des ailes battantes. Vincent Moureau, comment intervient le calcul intensif et la simulation à haute fidélité dans la conception de ces éoliennes sur lesquelles vous travaillez? Donc, sur les éoliennes, aujourd'hui, on se sert principalement du supercalcul pour avoir une référence. Ça va nous permettre comme ça de calibrer des modèles, on va dire, plus grossiers, hein, des modèles métiers. Donc sur l'image que vous pouvez voir là, sur l'écran, ça a notamment permis de comprendre d'où venaient certains écarts entre les mesures expérimentales et ce que donnaient les outils métiers. Notamment, on distingue un tout petit tourbillon, c'est assez difficile à voir, mais il y a un petit tourbillon qui est généré à la liaison entre la pale et le bras de l'éolienne. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était jamais pris en compte dans les outils métiers. Et donc là, on a vu sur les simulations haute fidélité qu'on a un tourbillon qui est d'une taille très comparable à ceux que l'on a en bout de pale. Et donc ça a permis de recalibrer, de rajouter des choses dans l'outil métier. Donc on se sert beaucoup de la simulation haute fidélité pour calibrer des outils métiers. Quand on regarde la conception sur les moteurs aéronautiques, hein, donc d'avions ou d'hélicoptères, la simulation haute fidélité arrive jusque dans les cycles de conception. On va faire un premier concept et on va pouvoir le tester grâce à la simulation numérique parce qu'on est devenu suffisamment précis aujourd'hui dans ces simulations. Donc ça a déjà des applications, il y a déjà des éoliennes qui ont été transformées grâce à vos calculs ou on est encore en amont là? Pas directement grâce à nos simulations, mais grâce aux outils métiers qui sont développés et qui sont validés grâce à ces simulations. Par moment, la simulation haute fidélité vient combler le manque de données expérimentales pour la validation. Donc là, c'est le cas notamment pour les éoliennes. Malheureusement, pour certains types d'éoliennes, quand on parle d'éoliennes offshore qui ont des rotors de 180 mètres de diamètre, on n'en est pas à faire encore pour l'instant des simulations haute fidélité, mais on espère bien avec GENSI, avec l'aide de GENSI, avec toutes les nouvelles architectures qui arrivent. Il faut avoir conscience qu'on travaille beaucoup sur les nouvelles architectures, notamment dans la cellule de veille technologique de GENSI qui a été mise en place récemment. On espère pouvoir faire ce genre de simulation de fidélité sur des objets encore plus complexes et plus multi-échelles.
Allez, on passe à Emmanuel Casarotti. Je le disais, c'est pour étudier les séismes que vous utilisez le calcul intensif. Et il y a eu cette expérience vraiment très concrète en 2009, dans la nuit qui a suivi le terrible tremblement de terre qui a secoué l'Aquila. Vous avez, vous et votre équipe, demandé du temps de calcul en urgence. Pourquoi aviez-vous besoin à ce moment-là de ce temps de calcul qui vous a été accordé d'ailleurs, hein? On peut saluer la réactivité du GENSI. I'm glad to have the opportunity to share this history that basically it's a tragic history, but also an important one, I think. In 2009, there is this deadly earthquake that happened in central Italy, just under the city of L'Aquila. There are 300 of people are dying during this event, and thousands of people remain without a house. And there is also the fear of a larger event that could happen in days after, during the next days after the event. INGV is the reference for seismology for the civil protection in Italy. So basically they asked to some advice for some critical infrastructure that was problematic, and they should have take some action or don't take action, and both of the solution pose some risk for the people. So my director decided to provide some quantitative advice, and we decided to simulate three events, three hypothetical events, three hypothetical earthquakes, starting from the historical record that we had in Italy. For that reason, it's possible a magnitude 7, and we're starting preparing the simulation with for our institutional cluster. Donc Emmanuel nous parlait donc de l'histoire tragique du séisme de 2009, donc pas loin de Naples à l'Aquila. Donc il y a eu des morts, il y a eu plus de 1000 personnes sans logement, et la crainte du gouvernement italien, c'était donc les répliques les jours suivants. Donc l'État s'est tourné vers l'Institut d'Emanuele pour essayer d'anticiper d'éventuelles répliques. Et donc ils ont eu accès à ce moment-là, ils ont décidé de faire ce projet sur la machine Curie, pardon, JAD du CINES. Donc pour The problem was we finished the preparation of the simulation for our cluster in Italy just in the late afternoon, and we realized that we didn't have the possibility to finish the calculation for the morning, for the time of that the civil protection should have take the decision. So basically we call Mr. Comatis, that was we collaborated together since 2005, so I was asking for some help, and basically he involved GENSI, and they provide immediately some computational power for this kind of simulation, and we finish the simulation for the morning, we provide advice, and they take some decision on also thanks to this to the simulation. There is Donc le principal problème qu'Emmanuele avait, c'est que la préparation de la simulation n'était pas faisable sur les moyens locaux. Donc il s'est retourné vers Dimitri Komatic et a donc demandé de l'aide à GENSI pour réaliser les simulations. And this story has a second part, because last year one of the events that occurred in central Italy was very similar to one of the hypothetical events that we simulated in 2009. And we understand that the level of shaking that affected the critical infrastructure was comparable with the simulation that we did in 2009. So the calculation was not only fast, but also accurate. And also, I think it's an history of urgent computing that at that time, at least for seismology, was definitely a first.
but also as an history of people working together in difficult time. And I'm happy to be here to say thanks for this collaboration. Thank you. Donc ça a été une action commune, hein, une interaction, une jolie interaction européenne pour cette... c'est de la solidarité aussi, hein, de faire presque de la recherche en urgence comme ça. C'est passionnant de vous entendre. On aurait évidemment envie de vous poser plein de questions et d'en savoir plus, mais on est en train de déborder. Il y a encore 2 autres tables rondes qui nous attendent. Alors je propose à ceux qui sont intéressés un peu plus tard dans la soirée de venir vous voir et de développer un peu les sujets que nous avons commencé à initier avec vous. Merci beaucoup à tous les 4. Grâce à vous...